Un vent glacial hurlait dans l'artère boueuse d'Oakhaven. Il transportait l'odeur indubitable d'un blizzard imminent et la morsure aiguë du désespoir. Ici, dans le territoire impitoyable de l'Idaho, une seule nuit sans abri signifiait une tombe gelée. Jedediah Callahan connaissait la cruauté de l'hiver mieux que quiconque, ayant enterré suffisamment de parents dans la terre glacée. Il était descendu des crêtes pour acheter de la farine et du sel, ne s'attendant à rien d'autre qu'au regard vide habituel des citadins. Au lieu de cela, il trouva une femme jetée dans la rue impitoyable, grelottante, sa fierté brisée, et un choix s'offrit à lui. Tourner le dos, ou risquer son isolement farouchement gardé. Novembre 1883 apporta un froid précoce et mordant à Oakhaven. Le givre s'accrochait au trottoir de bois, et la boue des rues avait commencé à durcir en ornières traîtresses et déchiquetées. Josephine Mercer se tenait tremblante sur le porche de la pension d'Oakhaven. Son mince manteau de laine ne faisait rien pour empêcher le vent glacial de s'infiltrer jusqu'à ses os. Et ne vous avisez pas de remontrer votre visage par ici tant que vous n'aurez pas l'argent, mademoiselle Mercer. La voix stridente et impitoyable d'Agatha Higgins résonna dans la rue silencieuse. La lourde porte en bois claqua avec une finalité qui fit écho dans la poitrine de Joséphine. Une seconde plus tard, la fenêtre du deuxième étage s'ouvrit en grinçant et une malle en cuir cabossée fut poussée sans ménagement par-dessus le rebord. Elle s'écrasa au sol, s'ouvrant en heurtant la boue gelée, éparpillant des jupons, quelques robes usées et une brosse à cheveux à dos d'argent dans la saleté. Joséphine descendit les marches en courant, tombant à genoux dans la gadoue glacée pour rassembler ses maigres biens. Ses doigts étaient déjà engourdis, raides et maladroits, alors qu'elle tentait de remettre ses vêtements tachés de boue dans les charnières cassées de la malle. Quelques passants se dépêchaient, les cols relevés contre le froid, les yeux soigneusement détournés. Dans l'Ouest, la pauvreté était traitée comme une maladie contagieuse. Les gens croyaient que s'ils regardaient de trop près la ruine d'un autre, elle pourrait les infecter. De l'autre côté de la rue, attachant un lourd sac d'avoine sur le dos d'une mule de bas grise et musclée, se tenait Jedediah Callahan. Il dépassait largement le mètre 80, enveloppé dans un épais manteau en peau de bison balafré. Il ressemblait plus à une force de la nature qu'à un homme. Une barbe épaisse cachait la moitié inférieure de son visage, mais ses yeux, d'un bleu perçant et glacial sous le bord d'un Stetson usé, ne manquaient rien. Il avait passé les 8 dernières années à vivre en haut de la crête de Bitterroot, ne descendant à Oakhaven que 2 fois par an pour échanger des fourrures et du bois sculpté contre du café, des munitions et du sel. Il méprisait la ville. Il méprisait le bruit, la cupidité et la cruauté désinvolte des gens entassés les uns sur les autres. Il observait la femme dans la boue. Il voyait la façon dont ses épaules tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de sanglots silencieux et réprimés. C'était une créature délicate, manifestement élevée dans l'Est, totalement inadaptée à la frontière brutale. Il noua la tache du bas de la mule, avec l'intention de monter son hongre-baille foncé et de partir avant que la neige ne commence à tomber, mais ses bottes restèrent plantées dans la terre gelée. Un ivrogne local, un prospecteur crasseux nommé Wallace, sortit en titubant du saloon quelques portes plus loin. Voyant Joséphine à genoux, Wallace laissa échapper un sifflement bas et prédateur. Il s'approcha en chancelant, ses bottes éclaboussant de l'eau boueuse sur sa jupe en ruine. « eh bien, n'est-ce pas un beau spectacle? » balbutia Wallace en se penchant sur elle. « On dirait que la grande dame de l'Est a besoin d'un lit chaud pour la nuit. J'ai une couchette à l'arrière de la livrée, ma belle. Ça te coûtera peut-être un peu de fierté, mais c'est mieux que de geler. » Joséphine recula, serrant une camisole éclaboussée de boue contre sa poitrine. « Laissez-moi tranquille, » ordonna-t-elle, bien que sa voix tremblât violemment. Wallace gloussa, tendant une main sale pour lui saisir le bras. « Pas besoin d'être fière, chérie. Une mendiante ne peut pas se le permettre. » Une main massive, gantée de cuir épais, s'agrippa à la nuque de Wallace. Les moutes du prospecteur moururent dans sa gorge alors qu'il était tiré en arrière, soulevé presque du sol et jeté de côté comme un chien errant. Wallace atterrit lourdement dans l'abreuvoir, l'eau éclaboussant sauvagement tandis qu'il bafouillait et jurait. Joséphine leva les yeux, le souffle coupé. L'homme gigantesque se tenait au-dessus d'elle, projetant une ombre longue et large qui bloquait le faible soleil de l'après-midi.
Jedediah ne regarda pas Wallace alors que l'ivrogne sortait de l'abreuvoir en se débattant et s'enfuyait. Son regard intense et silencieux était fixé sur Joséphine. « Vous êtes en train de geler, » dit Jedediah. Sa voix était un grondement profond et graveleux, comme des rochers s'entrechoquant au fond d'une rivière. « Je n'ai nulle part où aller, » admit Joséphine, le combat s'évanouissant en elle. La vérité avait un goût de cendre sur sa langue. « Madame Higgins exige 2 $ par semaine. Je n'ai que 17 centimes. » Jedediah étudia son visage. Sous la tache de saleté sur sa joue et l'enchevêtrement sauvage de cheveux auburn foncés s'échappant de ses épingles, il y avait une lueur féroce et désespérée dans ses yeux. Elle ne mendiait pas, elle survivait. « Une tempête arrive par la crête, » dit Jedediah, indiquant d'un mouvement de tête les nuages sombres et menaçants qui s'accumulaient au nord. « Elle sera là avant la nuit. La ville fermera ses portes. Si vous restez ici, vous serez morte au matin. » « Je suis consciente de mes perspectives, monsieur, » dit Joséphine, le menton levé de manière défensive malgré ses dents qui claquaient. Jedediah s'agenouilla, semblant indifférent à la boue, et commença à rassembler le reste de ses affaires avec de grandes mains étonnamment douces. Il attacha le loquet cassé de la malle avec un bout de corde en cuir brut qu'il tira de la poche de son manteau. Il se leva, soulevant la lourde malle comme si elle ne pesait pas plus qu'un fagot de petit bois, et la hissa sur le dos de sa mule grise. « Que faites-vous » demanda Joséphine, se relevant péniblement, ses jambes chancelantes. « J'ai une ferme sur la crête de Bitterroot, » dit Jedediah, sans la regarder, tout en vérifiant les sangles. « J'ai construit une cabane de piégeage supplémentaire au printemps dernier. Elle est isolée. Il y a un poêle à bois. Ce n'est pas luxueux, mais ça protège du vent. » Il se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Vous pouvez la voir jusqu'au dégel. » Joséphine le dévisagea, stupéfaite. « Vous m'offrez une cabane? Pourquoi? Vous ne me connaissez pas. Que voulez-vous en retour? »« Je veux que vous ne mouriez pas de froid devant le magasin général de Tully, » répondit sèchement Jedediah. « Je ne supporte pas le gaspillage. Une vie est une chose terrible à gaspiller. Montez derrière moi sur le bas. Nous avons 4 heures de jour, et c'est une ascension de 3 heures. » Elle hésita, son cœur battant la chamade contre ses côtes. On l'avait prévenu contre les hommes de l'Ouest. Il prenait ce qu'il voulait. Pourtant, en regardant le visage buriné de cet homme des montagnes, elle ne vit aucune lueur prédatrice, aucune malice cachée. Elle ne vit qu'une immobilité impénétrable et ancienne. Et le ciel au-dessus d'eux prenait une terrifiante teinte de charbon. « Mon nom est Joséphine Mercer, » dit-elle en s'approchant du cheval. « Jedediah Callahan, » grogna-t-il, lui offrant une main massive pour l'aider à monter en selle derrière lui. Alors qu'il quittait Oak Haven, les premiers flocons de neige commencèrent à tomber du ciel meurtri, recouvrant la cruauté de la ville d'un linceul de blanc silencieux et glacial. Le sentier qui partait de Oak Haven commençait comme une large piste de chariots défoncés, mais en moins d'1 heure, il se rétrécit en un chemin périlleux et sinueux taillé dans le flanc des montagnes de Bitterroot. La température chutait à chaque 30 mètres d'altitude. Joséphine s'agrippait fermement au dos du manteau de bison de Jedediah, enfouissant son visage contre la fourrure épaisse et rêche pour protéger sa peau du vent. L'odeur de l'homme était profondément imprégnée dans le manteau, fumée de bois, aiguillée de pain, vieux cuir et sueur de cheval. C'était une odeur sauvage mais étrangement réconfortante dans sa solidité. La neige qui avait commencé comme une légère poudre se transforma rapidement en un épais rideau blanc tourbillonnant. Le vent hurlait à travers les pins ponderosa géants, secouant violemment les branches et faisant tomber de lourds paquets de neige sur le sentier. Les dents de Joséphine claquaient si fort que sa mâchoire lui faisait mal, et elle ne sentait plus ses orteils dans ses fines bottines en cuir à boutons. Jedediah chevauchait en silence absolu, guidant l'énorme hongre bay par de subtils transports de poids. Il semblait connaître chaque rocher, chaque virage et chaque racine du chemin traître. Pas une seule fois il ne regarda en arrière, mais chaque fois que le vent se levait avec une férocité particulière, il déplaçait ses larges épaules, bloquant le plus gros de la rafale pour l'empêcher de la frapper directement. « Encore longtemps ?» Joséphine dut crier pour se faire entendre par-dessus le rugissement du vent. « Encore 1 heure !» La voix de Jedediah lui parvint, se portant facilement par-dessus la tempête. « Gardez la tête baissée. Si vos mains s'engourdissent, glissez-les à l'intérieur de ma ceinture. » Elle n'attendit pas qu'on le lui dise 2 fois.
Elle glissa ses mains glacées et tremblantes sous le lourd ourlet de son manteau de bison et agrippa l'épaisse ceinture de cuir qui entourait sa taille. Elle pouvait sentir les muscles durs et inflexibles de son dos et de ses flancs. C'était un homme fait de pierre et de fer, bâti pour résister à un monde qui l'écraserait facilement. Alors que la montée devenait plus raide, le cheval commença à peiner, son souffle s'échappant en épais nuages de vapeur blanche. Jedediah arrêta le hongre sous l'avancée d'une énorme paroi rocheuse qui offrait un bref répit contre la neige qui tombait. Il descendit de cheval avec grâce, malgré sa taille, et s'approcha pour l'aider à descendre. « Marchez un peu, ordonna-t-il, ses mains saisissant sa taille et la soulevant sans effort jusqu'au sol. Faites circuler le sang dans vos jambes. Le cheval a besoin de repos dans cette pente. » Les jambes de Joséphine cédèrent au moment où ses bottes touchèrent le sol gelé. Elle trébucha en avant, mais Jedediah la rattrapa instantanément, sa prise ferme mais prudente. « Je ne peux pas, haleta-t-elle, l'air raréfié lui brûlant les poumons. « Mes pieds, je ne les sens plus. » Jedediah jura doucement entre ses dents. Il tomba à genoux dans la neige et saisit son pied droit. Sans demander la permission, il déboutonna sa bottine en cuir trempé et la retira. Il enleva ses propres lourdes moufles en laine, exposant de grandes mains calleuses, et commença à frotter vivement son pied en chaussette. La friction généra de la chaleur et une sensation douloureuse de picotement traversa ses orteils alors que le sang revenait. « Ces bottes de ville ne valent rien ici, » marmonna-t-il, répétant le processus avec son pied gauche. Quand il fut satisfait qu'elle ait retrouvé la sensation, il enleva sa lourde écharpe en laine et l'enroula fermement autour de ses bottes, la nouant à ses chevilles pour une couche d'isolation supplémentaire. « Marchez, dit-il en se relevant, même si ça fait mal, le froid vous endormira, et si vous dormez ici, vous ne vous réveillerez pas. » Ils continuèrent, Jedediah menant le cheval par les rênes, tandis que Joséphine avançait péniblement dans les profondes strass qu'il laissait derrière lui. L'effort physique était atroce. Ses poumons semblaient remplis de verre pilé, et les muscles de ses jambes criaient de protestation. Elle gardait les yeux fixés sur la large étendue du dos de Jedediah. C'est devenu son point d'ancrage. « S'il peut continuer à avancer, se dit-elle, alors elle le peut aussi. » Juste au moment où la dernière lueur grise du jour cédait à l'obscurité de la tempête, le sentier s'aplanit. Les arbres s'écartèrent pour révéler une clairière haute et abritée. À travers la neige aveuglante, Joséphine distingua les formes sombres et robustes de deux structures en rondins. La cabane principale était grande, construite avec d'énormes rondins taillés à la main et un toit à forte pente pour évacuer les lourdes neiges de montagne. À environ 50 mètres de là, nichée contre un épais bosquet de conifères, se trouvait une structure plus petite. Jedediah conduisit les animaux dans un petit appentis solide attaché à la cabane principale, les attacha et jeta de lourdes couvertures sur leur dos fumant. Il attrapa la malle de Joséphine sur la mule et lui fit signe de le suivre. Ils se dirigèrent péniblement vers la plus petite structure. Jedediah ouvrit la lourde porte en bois d'un coup de pied et la fit entrer. Il faisait un froid glacial, mais l'absence soudaine du vent hurlant fut un soulagement physique. Jedediah gratta une allumette, la flamme soudaine illuminant le petit espace. Il alluma une lanterne à pétrole suspendue à une poutre du plafond. La cabane de piégeage mesurait peut-être 3 mètres sur 4. Elle était d'une nudité austère, ne contenant qu'un étroit cadre de lit en fer avec un épais matelas de coutil, une petite table en bois et un poêle à bois en fonte dans le coin. Mais les murs étaient épais, calfeutrés hermétiquement, avec de la boue et de la mousse, et cela sentait le pain sec et la vieille cendre. Jedediah se dirigea vers le poêle, y jeta une poignée de petits bois secs d'une boîte à côté et y mit le feu. En quelques minutes, un feu crépitait férocement. Il y jeta 3 petites bûches d'essus de chêne séchées. « Ça va se réchauffer vite ici, » dit-il en se tournant pour la regarder. Elle grelottait violemment, ses lèvres d'une légère teinte bleue, la neige fondant et dégoulinant de ses cheveux. « Débarrassez-vous de ces vêtements mouillés, enveloppez-vous dans les couvertures. Je vais vous chercher à souper et du bois de chauffage supplémentaire. » Avant qu'elle ne puisse trouver les mots pour le remercier, il se glissa de nouveau dans le blizzard, tirant la lourde porte derrière lui. Joséphine se tenait seule à la lumière vacillante de la lanterne, écoutant le rugissement du vent à l'extérieur. Elle était à des kilomètres de la civilisation, entièrement à la merci d'un étranger géant et maussade.
Pourtant, alors que la chaleur du petit poêle commençait à rayonner dans la pièce, dégelant sa peau glacée, elle réalisa que c'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait vraiment en sécurité. 1 heure plus tard, un coup violent secoua les épaisses planches de la porte de la cabane. Joséphine, vêtue maintenant d'une chemise de nuit en flanelle sèche et délavée de sa malle, et enveloppée dans 2 épaisses couvertures de laine qui grattaient, se dépêcha de soulever le loquet en fer. Jedediah se tenait dans l'embrasure de la porte, couvert d'une nouvelle couche de neige. Il portait une énorme brassée de bûches fendue dans un bras et une marmite en fonte couverte dans l'autre main. Il entra, apportant avec lui une bouffée d'air glacial, et referma la porte d'un coup de pied. Il déposa le bois avec un grand fracas dans le bac à côté du poêle. « J'ai apporté du ragoût, gronda-t-il, posant la marmite en fer sur la petite table. Du chevreuil et des pommes de terre de la cave. Ce n'est pas raffiné, mais ça tient au corps. » Il sortit une assiette en étain et une cuillère de la poche profonde de son manteau et les posa à côté de la marmite. L'arôme riche et savoureux de la viande rôtie et du thym frappa les sens de Joséphine, et son estomac émit un gargouillis violent et audible. Elle rougit profondément, sa main volant vers son ventre, mais Jedediah ne sourit pas, ni ne se moqua d'elle. Il tira simplement un tabouret, lui indiquant de s'asseoir. Elle s'assit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle versait le ragoût épais et fumant dans l'assiette en étain. Elle prit une bouchée, et la chaleur et la saveur faillirent lui monter les larmes aux yeux. C'était de la meilleure chose qu'elle ait goûtée depuis des mois. Elle mangea rapidement, les bonnes manières temporairement oubliées face à la faim pure. Jedediah se tenait près du poêle, bon et dessus du poêle, se chauffant les mains massives au-dessus du dessus en fonte, le dos partiellement tourné vers elle. Il regardait les flammes à travers la grille, une présence silencieuse et immuable dans la petite pièce. Quand elle eut raclé l'assiette, elle posa la cuillère avec un léger tintement. « Merci, Monsieur Callahan, pour le repas, pour tout. J'ai vraiment cru que j'allais mourir dans cette boue aujourd'hui. »« Jeb, » corrigea-t-il doucement, regardant toujours le feu. « Pas de monsieur ici sur la crête. »« Jeb, alors, elle se racla la gorge, dit-elle doucement. « Je ne peux pas vous rembourser pour le moment, mais je vous promets que je ne suis pas une mendiante. Je suis une femme capable. Je sais cuisiner, je sais raccommoder les vêtements, je sais nettoyer. Une fois la tempête passée, je gagnerai ma vie jusqu'à ce que je puisse trouver un moyen de retourner dans l'Est. » Jedediah se tourna enfin pour la regarder. Les ombres dures projetées par la lanterne mettaient en évidence les profondes rides dues aux intempéries autour de ses yeux et sur l'arête de son nez. « Pourquoi êtes-vous venue dans le territoire de l'Idaho, Joséphine? Les femmes comme vous ne voyagent généralement pas vers l'ouest, à moins de courir vers un mari ou de fuir l'un d'eux. » Joséphine baissa les yeux sur ses mains, tordant la laine grossière de la couverture. « Je ne fuyais pas un mari. Je cherchais mon frère, Thomas. Il est venu à Oak Haven il y a 3 ans, à la poursuite de l'argent. Il m'écrivait tous les mois. Puis, il y a 6 mois, les lettres ont cessé. » Elle prit une profonde inspiration, la douleur du souvenir encore vive. « J'ai pris le peu d'héritage que nos parents nous avaient laissé et j'ai payé mon passage vers l'ouest. Quand je suis arrivé, le shérif m'a dit que Thomas était mort dans un effondrement de mine 4 mois auparavant. La compagnie minière a prétendu qu'il leur devait de l'argent pour l'équipement, alors ils ont gardé sa concession. J'étais bloqué. Un homme en ville, un banquier nommé Beauregard Hayes, m'a dit qu'il pouvait m'aider à investir mes fonds restants pour obtenir un billet de train pour Boston. J'ai été stupide. Je lui ai fait confiance. Il a pris mon argent, m'a dit que l'investissement avait échoué et m'a laissé sans le sou. » La mâchoire de Jedediah se contracta, les muscles tressaillant sous son épaisse barbe. Il connaissait Beauregard Hayes. L'homme était un serpent en costume sur mesure, s'attaquant aux ignorants et aux désespérés. « Hayes est un voleur, » déclara simplement Jedediah. « La ville le laisse faire parce qu'il détient les titres de propriété de la moitié des devantures de magasins. »« Je l'ai appris trop tard, » murmura Joséphine. Et Madame Higgins n'avait aucune patience pour une pensionnaire qui ne pouvait pas payer. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux sombres reflétant la lumière du feu. « Et vous, Jeb, qu'est-ce qui retient un homme ici, si loin du reste du monde? Ça doit être terriblement solitaire. » Le regard de Jedediah s'assombrit, un voile tombant sur ses yeux bleus glaciers.
Il se retourna vers le poêle, attrapant un tisonnier en fer forgé pour piquer avec colère les bûches en feu. Une gerbe d'étincelles s'envola dans le conduit de cheminée. La solitude, c'est la sécurité, dit-il, sa voix baissant d'une octave, portant un poids lourd et ancien. Les gens apportent la douleur. On s'attache à quelqu'un et on ne fait que donner au monde une corde pour nous pendre. Il resta silencieux un long moment, le seul son étant le crépitement du feu et le hurlement incessant du blizzard qui battait les murs en rondins. Finalement, il reprit la parole, sa voix à peine plus forte que le feu. J'ai eu une fiancée une fois, Sarah. Je l'ai faite venir ici de Saint-Louis quand j'ai construit la cabane principale. Je pensais que l'amour suffisait à tenir chaud. Il fit une pause, s'appuyant lourdement sur le tisonnier en fer. L'hiver de 76 a été le pire jamais enregistré. La neige s'est accumulée jusqu'à la ligne du toit. Nous avons été piégés à l'intérieur pendant 2 mois. L'isolement, le silence, ça l'a brisé mentalement. Elle ne supportait pas le calme. Une nuit, pendant que je dormais, elle a déverrouillé la porte et est sortie dans la tempête de neige, vêtue seulement de sa chemise de nuit. Joséphine eut le souffle coupé, sa main volant vers sa bouche. Oh mon Dieu! Je l'ai retrouvée gelée à 3 kilomètres sur le sentier le lendemain matin, termina Jedediah sans pitié, refusant d'édulcorer l'horreur de son passé. Les montagnes se fichent de l'amour, Joséphine. Elles se fichent de l'espoir. Elles ne font que prendre. J'ai appris ma leçon. Je reste à l'écart. J'échange ce dont j'ai besoin pour survivre. Et je ne laisse personne s'approcher assez pour me quitter à nouveau. Il reposa le tisonnier sur son crochet et se dirigea vers la porte. Gardez le poêle bien alimenté. Le bac à bois est plein. Ne sortez pour aucune raison. Si vous avez besoin de quelque chose, frappez ce tisonnier en fer contre le tuyau du poêle. Je l'entendrai dans la cabane principale. Il n'attendit pas sa réponse. Il ouvrit la lourde porte, le vent hurlant instantanément, un signe de protestation, et disparut dans l'abîme blanc et tourbillonnant, laissant Joséphine seule avec le feu rugissant et l'écho obsédant de sa tragédie. Elle fixa la porte fermée, son cœur endolori pour l'homme massif et brisé qui venait de lui sauver la vie. Il prétendait ne rien vouloir avoir à faire avec les gens, et pourtant il avait risqué sa propre sécurité et sacrifié son sanctuaire pour tirer une étrangère de la boue. Alors que Joséphine serrait plus fort les couvertures autour de ses épaules, écoutant la tempête faire rage à l'extérieur, elle réalisa que Jedediah Callahan avait peut-être fortifié sa cabane contre l'hiver, mais il ne pouvait pas complètement geler l'humanité de son propre cœur. Et peut-être, juste peut-être, était-elle destinée à être l'étincelle qui le dégèlerait. Pendant 3 jours et 3 nuits, le blizzard frappa la crête de Bitterroot avec une férocité qui semblait presque personnelle. À l'intérieur de la solide cabane de piégeage, Joséphine Mercer existait dans un état d'animation suspendue. Elle alimentait le poêle ventru, s'enveloppait dans de la laine grossière et écoutait la terrifiante symphonie du vent. 2 fois par jour, Jedediah émergeait du blanc total, une silhouette massive de givre et de fourrure, apportant du porc salé, de la neige fondue pour boire et plus de bois de chauffage. Il parlait rarement, sa présence une réassurance fugace et silencieuse, avant de disparaître à nouveau dans la tempête. Le matin du 4e jour, le vent mourut enfin. Joséphine poussa la lourde porte en bois, plissant les yeux contre l'éblouissement aveuglant du soleil matinal se reflétant sur un mètre de neige immaculé et intact. Le monde était incroyablement calme. Les pins étaient lourdement chargés de blanc, scintillant comme des diamants écrasés. C'était une beauté brutale et à couper le souffle. Déterminée à ne pas être un fardeau, elle passa la matinée à raccommoder ses robes déchirées avec une aiguille et du fil qu'elle trouva dans sa malle cabossée. Vers midi, elle rassembla son courage et traversa les congères qui lui arrivaient à la taille en direction de la cabane principale. Elle frappa doucement. « Entrez !» vint de la réponse graveleuse. La cabane principale était beaucoup plus grande que son abri, embaumant l'odeur du tabac séché, du cuir et des copeaux de bois. Des peaux d'animaux, loups, ours et castors, pendaient soigneusement sur des cadres de séchage. Une immense cheminée en pierre dominait le mur du fond. Jedediah était assis à une lourde table en chaîne faite à la main, nettoyant soigneusement une carabine Winchester à répétition avec un chiffon huilé. Il leva les yeux, ses yeux bleus glaciers se plissant légèrement. « Vous ne devriez pas marcher dans des congères aussi hautes en jupe, » grogna-t-il,
remontant le levier de la carabine avec une aisance experte. Si vos jupes sont mouillées, elles gèlent. Vous perdez un orteil. Je vais parfaitement bien, Jedediah, dit Joséphine en entrant et en fermant la porte pour garder à la chaleur. Je ne peux plus rester assise dans cette cabane à ne rien faire. Vous m'avez sauvé la vie et vous me nourrissez. J'ai l'intention de travailler. Il posa la carabine et se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant. Elle se tenait droite, le menton obstinément levé, ses cheveux auburn soigneusement tressés et épinglés en arrière. Il n'y a pas grand-chose à faire pour une femme ici. Je vois un sol qui n'a pas été balayé depuis le printemps, des casseroles qui ont besoin d'un bon récurage au sable et une pile de raccommodage sur votre chaise qui ressemble à ce qu'un ours a mangé, rétorqua-t-elle, montrant une pile de chemises en flanelle déchirée. Je viens peut-être de Boston, mais je ne suis pas inutile. Un fantôme de sourire narquois joua au coin de la bouche de Jedediah, caché en grande partie par son épaisse barbe. Le balai est dans le coin, le sable est dans le seau près du foyer. Pendant les 3 semaines suivantes, un rythme calme et domestique s'installa sur la crête de Bitterroot. Joséphine se jeta dans le travail. Elle nettoya la cabane jusqu'à ce que les planchers brillent, apprit à cuire un pain dense et lourd dans de la marmite hollandaise et réussit à raccommoder les vêtements de travail de Jedediah avec des points nets et réguliers. En retour, Jedediah lui apprit à poser un collet pour les lièvres d'Amérique, à lire les traces d'un puma et à tirer avec le lourd revolver Colt qu'il insistait pour qu'elle porte lorsqu'elle marchait entre les bâtiments. Le silence entre eux s'étira, mais il perdit ses arêtes vives. Il devint confortable. Joséphine apprit à lire les changements subtils dans le comportement de Jedediah. La façon dont ses épaules se détendaient quand elle fredonnait en cuisinant, le respect silencieux dans ses yeux quand elle réussit à dépouiller son premier lapin sans abîmer la viande. C'était un homme de la terre, dur et impitoyable comme les montagnes, mais ses mains étaient étonnamment douces quand il lui montrait comment tailler un morceau de pain tendre, guidant ses doigts avec ses doigts cassifs et cailleux. C'est au cours d'une de ces soirées tranquilles, alors que le froid de décembre s'intensifiait, que l'isolement fut brisé. Jedediah était dehors en train de couper du bois de chauffage lorsque sa hache s'arrêta en plein élan. Joséphine, debout sur le porche avec un panier de haricots secs, vit sa tête se tourner brusquement vers le sentier inférieur. Un instant plus tard, l'aboiement profond et sonore de son chien, un énorme croisé bringé qu'il gardait attaché près de l'appentis, résonna dans la clairière. 3 cavaliers émergèrent de la lisière des arbres. Joséphine sentit le sang quitter son visage. Même émitouflée contre le froid, elle reconnut le coûteux manteau doublé de fourrure du cavalier de tête. C'était le principal homme de main de Beauregard Hayes, un ancien agent impitoyable de Pinkerton nommé Gideon Croft. Croft était un homme connu dans tout le district minier de Cœur d'Haleine pour faire disparaître les problèmes pour le bon prix. Jedediah ne courut pas. Il abaissa lentement sa hache, laissant la lourde tête de fer reposer dans la neige. Il passa la main sous son manteau de bison et détacha nonchalamment les lanières de cuir qui fixaient son revolver dans son étui. Il se plaça directement entre les cavaliers et la cabane, son corps massif protégeant Joséphine de la vue. « C'est assez loin, Croft. » La voix de Jedediah gronda à travers la clairière enneigée, dure et plate comme de l'ardoise. Croft arrêta son hongre noir, le cheval secouant la tête et reniflant de la vapeur. Les 2 hommes qui l'encadraient ajustèrent nerveusement leur prise sur les fusils posés sur leur selle. « Callahan, » dit Croft doucement, un sourire froid touchant ses lèvres. « Le bruit court à Oak Haven que vous avez quitté la ville avant la grosse tempête et qu'une certaine jeune femme sans le sou a disparu exactement le même après-midi. »« Mes affaires sont mes affaires, » gronda Jedediah, sa main reposant nonchalamment près de sa hanche. « Vous êtes sur une concession fédérale enregistrée. Énoncez vos affaires ou faites demi-tour. » Le sourire de Croft disparut. « Monsieur Hayes est un citoyen concerné, Callahan. » Il se racla la gorge. « Mademoiselle Mercer avait des dettes en ville. De plus, elle est en possession de biens qui appartiennent à la Oak Haven Consolidated Mining Trust. Nous sommes ici pour récupérer la fille et les biens. Faites-la sortir et nous repartirons en paix. » Le souffle de Joséphine se coupa. « Des biens? » Elle n'avait rien d'autre qu'une malle cassée de robe en ruine. « Il n'y a personne ici à part moi et le vent, » mentit Jedediah sans effort, son regard fixé sur Croft. « Maintenant,
À moins que vous et vos garçons ne cherchiez à vous vider de votre sang dans la neige avant de pouvoir descendre la moitié de la montagne, je vous suggère de faire demi-tour avec ces chevaux. La tension dans la clairière était à couper au couteau. Croft fixa l'homme des montagnes. Il connaissait la réputation de Callahan. Jedediah avait combattu dans les guerres indiennes. Il était un fantôme dans les bois et un démon avec une carabine. 3 hommes n'étaient pas suffisants pour l'affronter sur son propre terrain, passant de lourdes pertes. Vous faites une erreur, Callahan, ricana Croft en faisant tourner la tête de son cheval. Hayes n'est pas homme à laisser passer une rancune. Il possède la loi à Oak Haven. Il obtiendra un mandat du juge Parker au tribunal de district. La prochaine fois que nous monterons ici, nous aurons une troupe. Qu'ils viennent, dit doucement Jedediah. Le sol est gelé, monsieur, mais je peux encore creuser des tombes. Croft cracha dans la neige, éperonna son cheval et mena ses hommes sur le sentier traître. Jedediah ne bougea pas jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue. Ce n'est qu'alors qu'il se retourna vers la cabane, les yeux sombres d'une tempête qui se préparait. Il passa devant Joséphine, la mâchoire serrée, et se dirigea directement vers son armoire à fusil. « Jedediah, dit Joséphine, sa voix tremblante alors qu'elle le suivait à l'intérieur. « Pourquoi sont-ils venus ici? Beauregard Hayes a volé mon argent. Je ne lui dois rien, et je n'ai certainement aucune propriété appartenant à sa société minière. » Jedediah commença à fourrer des boîtes de munitions dans ses sacoches de sel en toile. Les hommes comme Hayes ne dépensent pas d'argent pour envoyer des tueurs à gages sur une montagne en décembre juste pour régler une dette de pension. Vous avez quelque chose qu'il veut, Joséphine, quelque chose de précieux. Mais je n'ai rien, s'écria-t-elle, frustrée et terrifiée. Juste la messe de mon frère. Jedediah s'arrêta. Il se tourna lentement pour la regarder, les rouages tournant derrière ses yeux glacials. La malle de Thomas, celle que les hommes de Hayes vous ont rendue après l'effondrement de la mine? Oui, murmura-t-elle. Allez la chercher, ordonna Jedediah. Ils transportèrent la malle en cuir cabossée sur la solide table à manger en chêne de la cabane principale. Joséphine l'avait soigneusement remballée des semaines auparavant, mais maintenant, sous l'intense examen de Jedediah, elle sortit chaque article, les étalant à nu. Des robes de laine usées, quelques mouchoirs de dentelle délicats, une brosse à cheveux à dos d'argent qui avait appartenu à sa mère, et une petite boîte à cigares en bois lourd contenant les effets personnels de Thomas. Jedediah ignora les vêtements. Il alla directement à la boîte à cigares. Il en renversa le contenu sur la table. Une montre de poche en laiton terni, un rasoir droit, quelques pièces de monnaie et un journal relié en cuir. « J'ai lu le journal quand je l'ai eu pour la première fois, » dit Joséphine, la voix tendue par le chagrin. « Ce ne sont que des détails banals, la quantité de farine qu'il a achetée, le temps, des plaintes sur son dos. » Jedediah n'écouta pas. Il ramassa la lourde montre de poche en laiton. Il la tourna dans ses mains massives, son pouce cailleux traçant la gravure complexe sur le boîtier arrière. Il la porta à son oreille, écoutant. Elle ne faisait pas tic-tac. Il essaya de forcer le bord du boîtier avec son ongle épais, mais il ne céda pas. Saisissant sa ceinture, Jedediah sortit un couteau de chasse aiguisé comme un rasoir. « Faites attention, s'il vous plaît, » haleta Joséphine en s'avançant. « C'est la seule chose de lui qu'il me reste. »« Je serai doux, » promit doucement Jedediah. Il coinça la pointe de la lame dans une couture presque invisible à l'arrière de la montre. D'une torsion précise et énergique de son poignet, le dos en laiton s'ouvrit avec un clic sec. Il n'y avait pas d'engrenage à l'intérieur. Le mécanisme d'horlogerie complexe avait été complètement évidé. À sa place, plié très serré en un minuscule carré dense, se trouvait un morceau de parchemin épais. Jedediah extraya soigneusement le papier avec la pointe de sa lame et le tendit à Joséphine. Ses mains tremblaient dans le dépliant. C'était un document officiel estampillé du sceau du bureau de l'essayeur du territoire de l'Idaho, daté de seulement 2 jours avant la mort supposée de Thomas. C'est un rapport d'analyse, souffla Joséphine, parcourant les colonnes de chiffres et de symboles chimiques qu'elle comprenait à peine. Et un titre de concession. Jedediah se pencha par-dessus son épaule, sa présence massive un mur de chaleur contre son dos. Il sentait l'air froid et le danger brut. Il traça du doigt épais et colleux les coordonnées manuscrites au bas de l'acte. « Fils de pute », jura doucement Jedediah, les mots grondant profondément dans sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est » demanda Joséphine en levant les yeux vers lui.
Votre frère n'est pas mort dans un effondrement accidentel, Joséphine, dit Jedediah, la voix sombre. Regardez le pourcentage de pureté sur cette analyse. 92% d'argent natif. Ce n'est pas juste une veine, c'est le filon principal. Une découverte comme ça vaut des millions. L'estomac de Joséphine se noua. La pièce sembla tourner légèrement. Des millions? Et regardez les coordonnées, continua Jedediah en tapotant le papier. Cette concession n'est pas dans la vallée principale de Cœur d'Haleine. Elle est ici. Elle borde le bord est de ma propriété, juste là où le ravin traverse le granit. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté écœurante. Thomas avait trouvé une fortune. Il avait fait analyser le minerai et enregistrer l'acte en secret. Beauregard Hayes avait dû découvrir la trouvaille, probablement par l'intermédiaire d'un employé corrompu du bureau d'analyse, et avait réalisé que la seule façon d'obtenir le terrain était que Thomas soit mort et l'acte perdu. Hayes l'a tué, murmura Joséphine, la réalité s'abattant sur elle. Des larmes piquèrent ses yeux, non pas de chagrin cette fois, mais d'une rage blanche et aveuglante. Il a assassiné mon frère pour de la terre et des rochers. Et quand je suis arrivé en posant des questions, il a volé mon argent pour me garder piégé à Oak Haven, espérant que je finirais par mourir de faim ou partir sans découvrir la vérité. Hayes avait besoin de l'acte original pour déposer légalement le transfert de propriété à sa société minière, expliqua Jedediah, arpentant la longueur de la cabane comme un prédateur en cage. Thomas l'a bien caché. Quand Hayes n'a pas pu le trouver sur son corps ou dans son camp, il vous a rendu la malle, pensant que vous finiriez par la vendre ou la jeter. Quand vous n'avez pas quitté la ville, il est devenu paranoïaque. Jedediah s'arrêta et la regarda. Vous êtes le plus proche parent de Thomas. Avec cet acte, vous possédez la plus riche mine d'argent du territoire. Vous êtes une femme riche, Joséphine. Elle baissa les yeux sur le papier, puis les releva vers l'homme des montagnes. La révélation soudaine de la richesse ne signifiait rien pour elle à ce moment-là. Tout ce qu'elle voyait, c'était le sang sur les mains des hommes de la ville et le grave danger qu'elle venait d'apporter à la porte du seul homme qui lui avait montré de la gentillesse. « Ils reviendront, » dit Joséphine, sa voix remarquablement stable. Croft ne faisait pas une menace en l'air. Ils amèneront une troupe. Ils vous tueront et ils me le prendront. Qu'ils essaient, grogna Jedediah, sa main tombant sur la crosse de son côte. Non, Joséphine s'avança, comblant la distance entre eux. Elle tendit la main, pressant ses petites mains chaudes à plat contre sa large poitrine. Elle sentit le battement lourd et régulier de son cœur sous la laine et le cuir. Je ne laisserai pas un autre homme mourir pour cet argent. Je ne te laisserai pas mourir pour moi, Jedediah. Il la regarda, le défi enflammé dans ses yeux sombres, l'arrêtant net. Pendant 8 ans, il avait construit des murs de glace autour de son âme. Il s'était juré de ne jamais laisser une autre femme s'approcher assez pour le briser. Mais en regardant Joséphine courageuse, résiliente, folle de rage, il réalisa que la glace avait déjà fondu. Il ne protégeait plus seulement une égarée qu'il avait trouvée dans la boue. Il protégeait sa femme. Lentement, presque avec révérence, Jedediah leva ses grandes mains et lui prit le visage en coupe. Ses pouces essuyèrent doucement les larmes de ses joues. « J'ai survécu aux Sioux, Joséphine. J'ai survécu à des hivers qui gelaient les loups sur place. Je ne vais pas me faire mettre en terre par un banquier aux cheveux gominés et un tueur à gages. » Son regard tomba sur ses lèvres et l'air entre eux crépita soudain d'une tension différente, lourde, désespérée et électrique. « Vous êtes une femme têtue, » murmura-t-il, sa voix tombant à un chuchotement graveleux. « Et vous êtes un homme follement courageux, » souffla-t-elle en retour. Il n'hésita plus. Jedediah se pencha et captura ses lèvres avec les siennes. Le baiser n'était pas doux. Il était farouchement possessif. Une collision de désespoir et de besoin longtemps enfouis. Joséphine haleta, ses mains s'emmêlant dans son épaisse barbe, le tirant plus près alors qu'elle se hissait sur la pointe des pieds. Elle avait un goût de sel et de pain sucré. Il avait un goût de café noir et de danger sauvage. Quand il se retira enfin, ils respiraient tous les deux lourdement, l'acte d'un empire d'argent oublié sur la table derrière eux. Jedediah appuya son front contre le sien, ses mains encadrant toujours son visage, comme si elle était la chose la plus précieuse et la plus fragile du monde. « Nous partons à l'aube, » déclara Jedediah, l'homme des montagnes, endurci reprenant les commandes. «
Nous chevauchons vers le nord par le col jusqu'au bureau du Marshal fédéral à Spokane. Nous déposons cet acte légalement, mettons la mine à votre nom et laissons le gouvernement des États-Unis s'occuper de Hayes et de sa société. Mais le col est enneigé, dit Joséphine, la réalité revenant au galop. C'est une chevauchée suicide. Je connais un sentier de contrebandier, répondit Jedediah, reculant et se dirigeant vers ses sacs de provisions. Il est escarpé, il est traître, et il fait assez froid pour geler votre souffle avant qu'il ne quitte votre bouche. Mais les hommes de Hayes ne nous y suivront pas. Il lui lança une épaisse couverture de laine. Emballez des vêtements chauds, Joséphine. La vraie tempête ne fait que commencer. L'aube se leva sur la crête de Bitterroot, non pas avec chaleur, mais avec une lumière pâle et meurtrie qui pénétrait à peine la dense canopée de pins chargés de neige. Un froid glacial saisit de la montagne, gelant le souffle dans leurs poumons, alors que Jedediah resserrait les lourdes sangles de cuir sur la mule grise et son énorme hongre bay. Joséphine se tenait grelottante près de la porte de la cabane, enveloppée dans des couches de laine épaisse, un pantalon en toile surdimensionné que Jedediah avait ajusté pour elle, et un énorme manteau en peau d'ours qui avalait sa silhouette délicate. Caché en toute sécurité sous son lourd maillot de corps en laine, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait l'acte de la mine d'argent de son frère. Jedediah lui tendit les rênes de la mule. « Vous montez le hongre, ordonna-t-il, son souffle s'échappant en nuages dans l'air glacial. Il a le pied sûr, je vais ouvrir la voie à pied avec la mule. Gardez la tête baissée, Joséphine. Le vent là-haut au col du diable essaiera de vous arracher de la selle. Je suis prête, affirma-t-elle, sa voix étouffée derrière l'épaisse écharpe de laine enroulée autour du bas de son visage. Elle se hissa en selle, ses muscles protestant contre le froid et l'effort inhabituel. Ils partirent sans regarder en arrière. Pendant les premières heures, l'ascension fut un test d'endurance exténuant. Jedediah avançait, ses énormes bottes à raquettes perçant 1 mètre de poudreuse fraîche, creusant une tranchée étroite pour que les animaux puissent suivre. Il était une machine de muscles et de pure volonté, lisant le paysage traître et invisible sous la neige, avec un instinct aiguisé par des années de survie solitaire. Vers midi, les arbres s'éclaircirent, cédant la place à l'étendue déchiquetée et terrifiante du col du diable. Ici, le vent hurlait comme un animal blessé, fouettant la neige granuleuse dans leurs yeux et récurant leur peau exposée. Joséphine s'agrippait aux pommeaux de la selle, les yeux entièrement fixés sur le dos large et solide de l'homme des montagnes devant elle. Il était son étoile du Nord dans un monde chaotique de blanc aveuglant. Soudain, Jedediah leva une main gantée, arrêtant les animaux. Il tomba à genoux, arrachant sa carabine Winchester de son fourreau de selle en un seul mouvement fluide. Joséphine s'efforça de voir à travers la neige tourbillonnante. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle par-dessus le hurlement de la tempête. « On nous suit » cria Jedediah en retour, ses yeux plissés alors qu'il scrutait la ligne de crête en dessous d'eux. Croft n'a pas attendu le mandat d'un juge. Il a empêché d'amener une partie de chasse. En bas dans la vallée qu'il venait de traverser, 3 formes noires distinctes se déplaçaient sur la neige immaculée. Ils se déplaçaient vides, sans être encombrés par des animaux de bas, montant des poneys de montagne spécialisés. Beauregard Hayes avait clairement payé une prime pour engager des pisteurs locaux qui connaissaient ces pentes presque aussi bien que Jedediah. « Ils nous rattraperont avant que nous ne passions le col », s'écria Joséphine, la panique lui serrant enfin la gorge. « Non, ils ne le feront pas », grogna Jedediah, sa mâchoire se durcissant en une ligne dure et impitoyable. « Il y a un point d'étranglement à 400 mètres d'ici, une étroite corniche de granit. Vous continuez. Ne vous arrêtez pas avant d'atteindre la lisière des arbres de l'autre côté. »« Je ne vous laisserai pas derrière », protesta-t-elle férocement, tirant sur les rênes du hongre. Jedediah revint vers son cheval, ses yeux bleus glaciers brûlant d'une intensité qui ne tolérait aucune discussion. Il tendit la main et serra fermement sa main gantée. « Vous portez l'héritage de Thomas, Joséphine. Vous portez la preuve qui amènera Hayes à la potence. J'ai besoin que vous soyez en sécurité. Maintenant, allez. » Il frappa l'arrière-train du hongre. Le cheval fit un bond en avant, emportant une Joséphine terrifiée mais déterminée sur le sentier escarpé et sinueux. Jedediah se retourna pour faire face au cavalier qui approchait. Il vérifia le mécanisme de sa Winchester, le cliquetis métallique une ponctuation aiguë contre le vin.
Il se mit à couvert derrière un énorme rocher couvert de glace près du bord de la corniche de granit et attendit. 10 minutes plus tard, Gideon Croft et ses deux tueurs à gages, un célèbre pisteur local nommé Silas Vance d'Ileborgne et un ex-Pinkerton impitoyable nommé Miller, apparurent. Ils luttaient contre la pente, leurs chevaux soufflant fort. Jedediah ne lança aucun avertissement. Les hommes comme Croft ne parlementaient pas, ils tuaient. Jedediah leva la carabine, expira lentement pour calmer son rythme cardiaque et pressa la détente. La détonation de la Winchester résonna comme un coup de canon à travers le col. Le cheval de tête, monté par Miller, se cabra en hurlant alors qu'une balle l'atteignait à l'épaule, projetant violemment le cavalier dans une congère. Croft et le pisteur se jetèrent instantanément de leur selle, plongeant pour le maigre abri d'un tronc de pin tombé, alors que Jedediah actionnait le levier et tirait 2 fois de plus, envoyant des éclats d'écorce gelée et de roches voler au-dessus de leur tête. « Bloquez-le !» rugit Croft, sortant son propre fusil à répétition et tirant à l'aveugle vers le rocher de Jedediah. Une fusillade féroce et assourdissante éclata. Les balles sifflaient et ricochaient sur le granit, ébréchant l'abri de Jedediah. Il riposta avec une précision mortelle, calculant le vent et la chute. Il toucha le pisteur au bras, envoyant l'homme tournoyer dans la neige avec une malédiction, mais Croft était un tueur expérimenté. Il continuait de bouger, contournant la position de Jedediah, tandis que les hommes blessés assuraient un tir de suppression. Jedediah réalisa qu'il manquait de temps. Si Croft passait au-dessus de lui, il était un homme mort. Il enfourna une nouvelle poignée de cartouches dans la porte de chargement et se prépara à une charge désespérée. Soudain, un son différent perça le chaos. C'était un craquement sec et distinct, suivi d'un grognement profond et grondant qui semblait vibrer à travers le substrat rocheux même. Jedediah leva les yeux. La fusillade avait déstabilisé l'énorme corniche de neige suspendue de manière précaire sur la paroi de la falaise directement au-dessus de Croft et de ses hommes. « Avalanche !» rugit Jedediah, se plaquant contre l'arrière de son rocher. Croft leva les yeux juste à temps pour voir un mur terrifiant de mort blanche se détacher de la montagne. Il n'eut même pas le temps de crier. L'avalanche frappa avec la force d'un train de marchandises, balayant Croft, ses hommes et leurs chevaux de la corniche étroite, et les ensevelissant sous des milliers de tonnes de neige et de glace suffocantes. Le rugissement dura 1 minute entière avant de s'estomper lentement dans un silence lourd et retentissant. Jedediah se leva lentement, époussetant la poudre de son manteau. La corniche où Croft s'était tenu avait entièrement disparu, nettoyée par le glissement. Respirant lourdement, il se retourna et commença la longue marche vers le col pour retrouver Joséphine. 3 jours plus tard, 2 silhouettes meurtries et gelées entrèrent dans le centre ferroviaire animé de Spokane Falls. La ville était un chaos tentaculaire de scieries, de déventures en briques et de rues boueuses grouillant de prospecteurs, de marchands et de soldats. Pour Joséphine, après le silence pur et terrifiant de la crête de Bitterroot, le bruit était assourdissant. Jedediah avait l'air pâle et hagard. Un fragment de ricochet de la fusillade l'avait atteint aux côtes, et bien qu'il l'ait bandé fermement avec du lin déchiré, la chevauchée épuisante avait fait des ravages. Il vacillait légèrement dans selle, mais ses yeux restaient vifs, scrutant les rues bondées à la recherche de tout signe des hommes de Hayes. « Nous avons besoin d'un médecin », insista Joséphine, tirant son cheval à côté du sien. « Le bureau du marshal d'abord », grogna Jedediah, crachant un caillot de sang dans la rue boueuse. « Hayes a des télégraphes. Il sait que Croft n'est pas revenu. Il a peut-être envoyé des hommes ici par le train pour nous attendre. » Ils naviguèrent à travers le trafic chaotique de chariots de marchandises et de diligences jusqu'à ce qu'ils atteignent le bâtiment fédéral. À l'intérieur, l'air était épais de fumée de cigares et du cliquetis des touches de télégraphe. Le marshal fédéral Arthur Morrison, un homme trapu et imposant avec une épaisse moustache de morse et une réputation d'incorruptibilité, leva les yeux de son bureau alors que l'homme des montagnes géants et ensanglanté et la femme épuisée entraient dans son bureau. « Grand Dieu !» marmonna Morrison en se levant. « Vous avez l'air d'avoir traversé l'enfer avec des bottes d'essence. Que peut faire le gouvernement fédéral pour vous? » Joséphine s'avança. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était une tige d'acier. « Marshal Morrison, mon nom est Joséphine Mercer. Je suis ici pour signaler le meurtre de mon frère, Thomas Mercer, et la tentative de vol d'une concession minière fédérale par Beauregard Hayes d'Oak Haven.
Elle passa la main sous son lourd manteau, récupéra le paquet de toiles cirées et déballa le rapport d'analyse et l'acte, les posant à plat sur le bureau du marshal. Morrison prit ses lunettes, les ajusta sur son nez et étudia les documents. Ses sourcils se haussèrent vers la racine de ses cheveux. 92% de pureté, siffla-t-il doucement. C'est une rançon de roi, mademoiselle Mercer. Vous accusez l'un des hommes les plus riches du territoire de l'Idaho de meurtre pour ça? Oui, déclara Joséphine. Hayes l'a fait tuer et maquiller ça en effondrement de mine et a envoyé son homme de main, Gideon Croft, pour nous tuer sur la montagne afin de récupérer cet acte. Croft? Les yeux de Morrison se plissèrent. Où est Croft maintenant? Enterré sous 15 mètres de neige au col du diable, répondit sombrement Jedediah, s'appuyant lourdement contre le cadre de la porte. Avant que Morrison ne puisse répondre, les lourdes portes en bois du bureau s'ouvrirent à la volée. Beauregard Hayes entra, flanqué de 2 détectives de Pinkerton armés. Hayes était impeccablement vêtu d'un costume de laine sur mesure et d'une cravate de soie, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Il s'arrêta, ses yeux s'écarquillant de choc véritable, en voyant Joséphine et Jedediah debout, vivants. Marshal Morrison se reprit rapidement Hayes, affichant un sourire suave et condescendant. « Je m'excuse pour l'intrusion. J'ai appris qu'un dangereux fugitif, Jedediah Callahan, avait enlevé une pauvre jeune femme dérangée de ma ville. Je suis venu aider la loi à la ramener en toute sécurité. »« Dérangée ?» cracha Joséphine en s'avançant vers le riche banquier. « Vous avez volé mon argent, assassiné mon frère et essayé de me laisser geler dans la boue. Misérable lâche. »« Voyons, » commença Hayes, le visage rougeoyant. « Silence, Hayes, » aboya le Marshal Morrison. Il prit l'acte de son bureau et le leva. « Mademoiselle Mercer vient de me présenter un acte fédéral enregistré pour une mine d'argent sur la crête de Bitterroot. Une mine sur laquelle votre compagnie vient de déposer une demande préliminaire hier, prétendant qu'elle était abandonnée. Voulez-vous expliquer comment vous étiez au courant d'une concession qui était cachée dans la montre de poche d'un homme mort? » Le vernis lisse de Hayes se fissura. Il regarda l'acte, puis les yeux froids et triomphants de Jedediah, et réalisa finalement qu'il avait perdu. La piste écrite, le timing et la présence de l'acte original entre les mains fédérales détruisaient tout son plan. « Arrêtez-le », ordonna Morrison, faisant un signe de tête à ses propres adjoints qui étaient entrés dans la pièce. « Enfermez-le dans la prison fédérale. Envoyez un télégramme au juge Parker. Nous allons avoir besoin d'un procureur fédéral pour meurtre et appropriation illégale de concessions. » Alors que les adjoints traînaient un Hayes protestant et criant hors du bureau, l'adrénaline qui avait maintenu Joséphine debout pendant 4 jours disparut enfin. Ses genoux fléchirent. Jedediah fut là en un instant, ignorant ses propres côtes déchirées pour la rattraper avant qu'elle ne heurte le plancher. Il la souleva dans ses bras massifs, la serrant fort contre sa poitrine. « C'est fini, Joséphine, » murmura-t-il dans ses cheveux auburn, sa voix rauque d'émotion. « Tu l'as fait, tu as gagné. » Elle enfouit son visage dans la fourrure grossière de son manteau, respirant l'odeur de pain, de fumée de bois et de l'homme qui avait tout risqué pour la sauver. « Nous avons gagné, Jedediah. Nous avons gagné. » 6 mois plus tard, le printemps apporta un tapis de fleurs sauvages éclatantes sur les pentes dégelées de la crête de Bitterroot. L'énorme mine d'argent, désormais légalement baptisée la mine Mercer-Callahan, avait été louée à un conglomérat de l'Est pour une somme faramineuse, assurant à Joséphine et Jedediah plus de richesses qu'ils ne pourraient jamais en dépenser de leur vivant. Ils ne déménagèrent pas dans un manoir à Spokane, ni ne retournèrent dans la haute société de Boston. Au lieu de cela, ils utilisèrent les fonds pour acheter discrètement la pension d'Oakhaven, expulsant rapidement la cruelle Madame Higgins et transformant le bâtiment en un abri gratuit pour les femmes sans ressources arrivant dans l'Ouest. Mais leur cœur restait sur la montagne. Debout sur le porche de la cabane en rondins nouvellement agrandie, Jedediah enroula ses bras massifs autour de la table de sa femme, posant son menton sur sa tête alors qu'il regardait le soleil plonger sous les pics déchiquetés. Joséphine se pencha en arrière contre sa poitrine solide, sachant que l'homme des montagnes solitaires avait enfin trouvé sa paix, et qu'elle, une étrangère jetée dans la boue, avait trouvé son foyer.